Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on analyse ASML. On va faire une analyse fondamentale et une analyse technique de cette superbe entreprise européenne qui a son siège social en Hollande et donc qui est éligible au PEA. ASML qui veut dire Advanced Semiconductor Materials Lithography. Donc, comme son nom l'indique, c'est une entreprise spécialisée dans la conception de machines pour graver les puces avec la lithographie. On va développer tout ça. Déjà, cette entreprise, elle a été créée en 1984 par George Orwell. Bon, je plaisante, évidemment, c'est pas George Orwell, mais c'est deux entreprises qui sont Philips, qui a été créé, lui, en 1891, donc bien plus âgé, et ASMI, donc une entreprise qui était déjà dans les semi-conducteurs, qui ont créé cette société. Donc, comme on le voit dans la source de revenus, c'est que des choses très techniques. Pour expliquer très simplement, quand vous utilisez un ordinateur, un téléphone ou n'importe quel appareil intelligent, eh bien, il va y avoir à l'intérieur un processeur. Et ce processeur, il va être composé de semi-conducteurs et il va y avoir dessus des gravures. Et ces gravures, elles se font au nanomètre. C'est tout petit et donc elles se font avec ce qu'on appelle un procédé de lithographie. Eh bien, ASML, là, dans son rôle, ça va être de créer les machines qui vont être capables de faire ça et en fait, elle a un monopole là-dessus et ces machines, elle va les vendre aux entreprises qui vont graver tout simplement ces processeurs. Et ça, généralement, ça se fait en Asie. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans la ventilation par pays. Par exemple, à Taïwan, l'entreprise qui est très connue, eh bien, c'est Taiwan Semiconductor. J'en ai parlé également dans ma vidéo avec Nvidia, puisque Nvidia vend ses technologies pour que également Taiwan Semiconductor puisse tout simplement concevoir physiquement ces puces, qui ensuite sont vendues aux GAFAM, essentiellement pour le moment puisque ça coûte super cher. Donc là évidemment j'ai parlé des processeurs, que ce soit des processeurs graphiques ou alors des processeurs d'ordinateur ou ARM, tout ce qui est portable, tablette, et maintenant même les nouveaux ordinateurs, mais c'est également vrai pour les puces d'intelligence artificielle, qui sont un petit peu en fait comme les puces graphiques, mais évidemment plus puissantes. Ok, maintenant qu'on a compris ce qu'ils font, on va tout simplement analyser la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est capable de dégager des marges? Est-ce qu'elle est endettée? Sa taille, tout ça, tout ça. Alors on commence, structure du capital. Déjà, c'est une entreprise qui est financée quasiment que par la bourse. On peut le voir juste ici, regardez la part de dette, bon elle est ridicule, on la voit même pas. D'ailleurs, la part de liquidité est équivalente et plus importante que la part de dette. Donc si vous voulez, ils pourraient tout simplement rembourser leurs dettes directement. Et on voit ici la valeur de l'entreprise qui est de 326 milliards d'euros, ce qui en fait tout simplement la 26e plus grande capitalisation mondiale. Donc là, on n'est pas sur une small cap, et c'est quand même à notifier puisque des entreprises européennes qui sont dans le top 30 mondial, il n'y en a pas beaucoup. On a Novo Nordisk sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, et ASML, et LVMH, et voilà. On voit donc que au niveau de sa santé financière, notamment sur la couverture de la dette, bon, elle va très très bien, on voit que franchement, elle est pas du tout endettée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça veut aussi dire par contre que, les baisses des taux directeurs ne va pas avoir beaucoup d'impact directement sur la santé financière de l'entreprise. Je dis directement évidemment puisque la croissance mondiale a un impact sur la demande de puces, donc forcément sur ASML. À ce niveau-là, tout va bien, on verra les cash flows plus tard. La croissance et la rentabilité, alors là aussi c'est très très bien, C'est un monopole, ils ont un pricing power, c'est pour ça qu'ils ont des marges nettes qui sont à plus de 30%, ce qui est considérable, surtout que eux ils produisent des machines quand même, donc ils ont quand même des coûts d'exploitation, ce n'est pas que des brevets. Et on voit un revenu net qui est en croissance, alors pas tout le temps, on voit qu'en 2022 il y a eu une baisse, comme tout le reste de la tech, il y a eu vraiment un ralentissement. Et puis on est reparti de plus belle, donc voilà, ils ont une belle croissance des revenus, on verra d'ailleurs que c'est bien pricé, c'est bien inclus dans le prix actuel de la société en bourse. On va donc analyser un petit peu plus en profondeur les cash flows. Alors au niveau des cash flows, ça reste assez stable jusqu'à 2020. Ensuite, on a une grosse hausse des cash flows d'exploitation en 2021 et depuis c'est en baisse. Et pas en petite baisse, vous voyez que 2022 moins 21%, 2023 moins 35% et là regardez cette année, on est encore en baisse. Et pourtant, on va voir que ça se ressent pas du tout dans le prix. On voit qu'à partir de 2021, les cash liés aux activités de financement explosent, enfin sont beaucoup plus importants, mais quand on regarde un petit peu plus en profondeur, c'est tout simplement qu'en fait, ils se servent de leur trésorerie pour récompenser les investisseurs. Regardez, on voit qu'ils ont racheté beaucoup d'actions, donc rachat d'actions, quasiment 9 milliards. Et il y a également les dividendes qui augmentent, donc forcément ça coûte de plus en plus cher à l'entreprise. Ici on est à 1,37 et là en 2022 on est à 2,56 milliards de dividendes et ils ont encore racheté des actions, ce qui est bien, ce qui pousse le prix vers le haut forcément. Et les free cash flow sont toujours assez élevés puisqu'ils n'ont pas beaucoup de capex en fait, ils n'ont pas beaucoup de dépenses d'investissement. Ça peut être à la fois bien et pas très bien parce qu'il faut que forcément qu'elle investisse. D'ailleurs,
d'ailleurs, c'est depuis le 2023, elle a vraiment repris les investissements, elle a plus de doublé par rapport aux années précédentes le montant des investissements. La mini conclusion sur les cash flows, c'est qu'on voit bien que, eh bien, ils ont un cash lié aux activités d'exploitation qui baisse un petit peu, mais que ASML est vraiment tournée, orientée vers les investisseurs. Elle veut vraiment les récompenser et c'est comme ça qu'elle se sert de ses free cash flow, de sa trésorerie, c'est pour récompenser les investisseurs. Et comme ça, elle se finance essentiellement par la bourse, par les actions et elle n'a pas besoin d'émettre de dette. Au niveau des dividendes, puisqu'on voit que ça représente quand même un poids pour l'entreprise, en fait, en pourcentage, ils sont pas élevés. Le rendement, il est pas très bon. C'est une entreprise de croissance qui verse des dividendes, mais avec un rendement pas terrible. Mais tout simplement, on va voir pourquoi. Parce que le prix de l'action, il est extrêmement cher. Parce que regardez, quand on voit juste le dividende par action, il monte, il est croissant. Et pour autant, le rendement du dividende, il est pas terrible. Donc, si vous voulez cette entreprise pour les dividendes, c'est pas une bonne idée, mais de toute façon, les entreprises de croissance ne versent quasiment pas de dividendes. Et là, elles préfèrent racheter des actions, c'est qui fait monter le prix de l'action, ce qui est, pour ma part, je trouve encore mieux. Fiscalement parlant, c'est bien plus intéressant pour l'investisseur. On voit d'ailleurs juste ici, le nombre d'actions en circulation. On voit qu'il était de 427 millions en 2017 et qu'il est passé à 393 millions aujourd'hui. Il y a eu vraiment beaucoup de rachats d'actions. On peut le voir également sur le graphique, on pourrait tracer une ligne descendante jusqu'ici, jusqu'en 2023. Et on voit également qu'ils ont un rendement du capital investi qui est de plus en plus intéressant. Donc ça, quand on est actionnaire, c'est une bonne chose. On aime bien voir que l'argent qui est investi sert à quelque chose et que l'entreprise en fait bon usage, qu'elle dégage de plus en plus de bénéfices avec ça. Alors, en mini conclusion pour la santé financière de l'entreprise, elle est en très bonne forme. Tout va bien, elle a un monopole depuis maintenant un bon moment et c'est un secteur qui est très spécialisé, donc les barrières à l'entrée sont énormes. Il faudrait, pour faire une concurrence à ASML, des entreprises qui aient déjà des milliards de dollars de capitalisation rien que pour déjà créer quelques machines. Donc en gros, la concurrence n'est pas près d'arriver et d'ailleurs elle ne se dessine pas. Petite parenthèse, je travaille également avec un conseiller financier. Si vous voulez avoir accès à plus de produits, à du private equity qui fonctionne avec des banques premium ou alors investir dans des produits structurés avec du capital garanti sur des théories d'investissement, ça peut être vraiment très intéressant, notamment parce qu'il y a du capital garanti. Donc ça, si ça vous intéresse, j'ai un petit questionnaire en commentaire et vous verrez ça avec Benjamin qui fait ça depuis 7 ans et qui est très très bon. Bref, fini la petite pub. Au niveau des vecteurs de croissance, quels vont-ils être? Est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses coûts? Bah non, on sait très bien que là on est en période d'inflation, que le travail coûte de plus en plus cher, en plus c'est en Europe, même si derrière c'est vendu dans le monde entier. Les matières premières coûtent aussi de plus en plus cher, donc non, réduire ses coûts c'est pas à l'ordre du jour. Par contre, augmenter ses prix, oui, et de toute façon ça va être vraiment ça et augmenter les volumes de l'existant, les vecteurs de croissance, et ce sont ceux qui fonctionnent depuis un moment d'ailleurs, et ce sont ceux sur lesquels on va pouvoir espérer quelque chose. Donc augmenter ses prix, oui, c'est un monopole, pricing power, ils font ce qu'ils veulent. Conquérir de nouveaux marchés, j'ai mis non parce que c'est très 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 spécifique. Donc on pourrait mettre oui de nouveaux marchés, mais en fait dans le même marché, mais des nouvelles technologies très spécifiques aux nouvelles puces, mais c'est à peu près tout, mais ce qui est déjà pas mal. Ensuite, augmenter les volumes de l'existant, oui, ça c'est sûr, augmenter les volumes carrément. Et c'est d'ailleurs là-dessus que l'entreprise fait quasiment tout, parce que, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le nombre de puces augmente de jour en jour, et de toute façon, tous les téléphones, tous les ordinateurs et toutes les tablettes et tout ce qui a même un petit cerveau qui a une mini puce, il faut bien que ce soit gravé. Donc comme il y a une augmentation, là, les volumes de l'existant vont continuer de croître. La demande ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Les redressements final non rentables, non, ils en ont pas du tout. Alors combien ça coûte tout ça? Parce que là, ça va être vraiment pour moi le gros point noir, puisque c'est une entreprise européenne de la tech, d'accord, mais qui a un ratio cours-bénéfice qui est à quasiment 50, d'accord. Et encore, on vient d'avoir une correction de quasiment 15%. On a vu dans la dernière vidéo avec Téléperformance, qui était un petit peu dans le même cas qu'ici, que quand le PER est vraiment énorme, tant que la croissance va, ça va, mais si vraiment il y a un ralentissement de la croissance, il peut y avoir une correction des prix qui peut aller très bas. Il peut y avoir, comme sur Téléperformance, plus de 80% de correction pour revenir à un ratio cours-bénéfice qui serait plus justifié. Et en plus, on a vu juste avant sur les cash flows d'exploitation qu'ils étaient en baisse. Donc ça veut dire que la croissance n'est pas exponentielle. De toute façon, ça reste très cyclique comme secteur, il faut pas l'oublier, les semi-conducteurs c'est très cyclique. Surtout que là, des machines, les machines ça fait plusieurs années. Donc quand ils vendent des machines, logiquement, ils en vendent pas tous les ans aux mêmes entreprises. Donc là, au niveau des ratios de valorisation, c'est très très cher. Même si on rapporte à la croissance actuelle, ça reste très cher. Personnellement, moi je ne rentre pas sur une entreprise avec des ratios de valorisation comme ça. Ça a beau être une excellente entreprise, là c'est beaucoup trop cher. J'attendrai vraiment une belle correction pour pouvoir rentrer. Et d'ailleurs, on va voir tout simplement ça sur les graphiques. On va analyser avec Ichimoku, voir un petit peu
À quoi ça ressemble tout ça? Alors là, on est en mensuel, chaque bougie représente un mois. On voit qu'ils ont un parcours de bourse qui est quand même très très beau. Bon, à part qu'ils ont commencé après leur IPO et qu'ils ont perdu plus de 80% de la valorisation en bourse, mais ensuite, entre le plus bas, bon c'est ce qu'on se fait jamais, mais bon, et qu'on va jusqu'en haut, eh bien ils ont pris plus de 30 000%, ce qui correspond à plus de fois 300. Donc voilà, ça reste extraordinaire, hein, c'est énorme, évidemment. Ce qui peut être intéressant de noter aussi, c'est que bon bah on a vu la crise de 2000, il a perdu 80%, ensuite en 2008, il a perdu quasiment 60% de sa valeur, d'accord. Et ensuite, il y a eu quelques petites baisses notables qui paraissent toutes petites, hein, mais tout à l'heure on a vu 2018 au moment où justement le prix était à peu près surévalué qu'aujourd'hui, hein, il y avait un PER à 50, et bien il a perdu 30% de sa valeur. Ensuite, en plus proche ici, en 2020, il a perdu 36% de sa valeur. 2022, il a perdu 40-50% de sa valeur quand même. Donc ça reste quand même assez élevé. Bon, ce qu'on voit par contre sur Ichimoku, c'est que depuis 2009, on est en tendance haussière en mensuel, hein, qui n'a jamais été menacée. On est revenu pas mal de fois sur la Kijun, ok, une fois ici, pas mal de fois, c'était bien travaillé, hein, c'est un prix qui intéressait les investisseurs. Ensuite, encore une fois ici, on l'a traversé, puis on est vite remonté. Là, on est carrément descendu en dessous. Là, on aurait pu se poser une question là avec Ichimoku. Ça restait dangereux. Bon, la lagging span était encore au-dessus. D'ailleurs, on voit très bien sur la lagging span quelque chose de joli que les traders connaissent bien. Juste ici, regardez, on a fait un épaule, tête, épaule. D'accord? Donc ça veut dire que généralement, on repart à la hausse et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, à la hausse, si c'est un épaule inversé comme là, si ça avait été dans l'autre sens, ce serait un top marché. Ok, donc là, très rapidement, sur Ichimoku, on voit que, eh bien, on est sur une belle tendance haussière, il n'y a pas de souci sur du très long terme, c'est magnifique. On voit également qu'on était assez éloigné de la Tenkan mensuelle, qui était à plus de 20%, et de la Kijun, qui était à plus de 30%, d'accord? Donc là, on a un rattrapage, et pour l'instant, si on regarde que ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein. On est sur une magnifique tendance haussière, on peut très bien aller rechercher de la Tenkan et la Kijun, ce qui peuvent être d'ailleurs des très bons points d'entrée. On va voir ça maintenant en semaine. Alors en semaine, c'est un petit peu différent. On voit que 2022 bien été chaotique, hein, que ensuite par contre on est ressorti bien tout simplement en tendance haussière. Alors la vraie tendance haussière là, parce que là il y a eu vraiment des complications à la sortie, mais je dirais que la vraie tendance haussière elle est partie depuis janvier 2024. Hein, là quand la lagging span est vraiment sortie ici et qu'on est vraiment parti en belle tendance haussière. Là on a eu une belle correction. Une très belle correction d'ailleurs de 17%. Mais regardez ce qui se passe ici. Alors là, en fait, quand vous allez regarder la vidéo, ce sera dans quelques jours, ce sera ce week-end ou la semaine prochaine. Donc ce sera pas exactement pareil. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est venu directement aller taper la Kijun hebdomadaire sans même passer par la Tenkan. Hein. On a eu vraiment une belle chute. Pour l'instant, on est aussi dans une tendance haussière en semaine. Et tant qu'il n'y a pas d'effondrement de quoi que ce soit, tout va bien. Après, ça va être très dépendant de Nvidia. Bon, je ne veux pas vous mentir, si Nvidia chute, ASML va chuter avec. Même si ce serait pas forcément très logique. On a vu qu'il y avait des valorisations qui étaient extrêmement élevées. Et ça va dépendre du coût du risque des investisseurs tout simplement. Ici, ce qu'on voit en résistance en weekly, on aurait déjà ici le bas du nuage, d'accord? On aurait également, on va en placer une autre juste ici, on aurait, alors ici, entre le plat d'ici de SSB et aussi le plat de Kijun, là, on aurait une très belle résistance à 618, qui à mon avis va être assez dure à franchir, ou en tout cas elle va être travaillée, surtout qu'il y a un petit plat juste au-dessus aussi. Donc là voilà, c'est vraiment des belles résistances, et ensuite il va falloir aller un petit peu plus bas, hein. Il n'y aura pas grand chose ici en weekly, avant ici, et un petit peu plus bas encore, juste ici. Ça c'est vraiment les résistances en weekly. Alors j'ai pas vu s'il y en avait en monthly. Bon évidemment déjà il y a la Tenkan, la Kijun, d'accord, ça dépendra au moment où on en est. Là on a un gros plat aussi, juste ici, qui est à 560, donc là c'est une grosse valeur qui a été très travaillée. À mon avis ça descendra pas plus bas tout de suite, et si jamais après il y a le gros plat de nuage juste ici de SSB à 438. Bon après par contre si on dépasse ici, là il n'y a plus rien, hein. Franchement ça m'étonnerait, c'est quand même une très bonne société, on va pas descendre plus que ça, je ne pense pas, et ça reste à quasiment 50%, 46%, donc voilà, ça reste quand même assez loin, hein. Même un peu plus que ça, ouais, 50%. On va aller maintenant en daily, avec chaque jour représente une journée. Alors là, en daily, ce qu'on voit, c'est qu'on voit pas grand-chose. Pas vous mentir, c'est assez brouillon. Ce qu'on voit, c'est que là, il y avait un gap, hein, qui n'a pas été comblé juste ici, hein, et d'ailleurs quelques petits gaps aussi juste au-dessus. Donc là, c'est vrai qu'on a une zone de gap assez marquée.
Donc on pourrait peut-être descendre jusqu'ici, là, si on regarde juste les gaps. Parce qu'en fait, là, on vient juste de passer en tendance baissière, mais vu qu'on est passé à travers tout, franchement, c'est pas très propre. D'ailleurs, quand vous allez regarder la vidéo, ça sera pas là, ce sera soit par là, soit par là, soit dans cette zone, quoi. Logiquement, sauf s'il y a une catastrophe, mais ça m'étonnerait. Donc c'est tout ce qu'on peut dire, c'est un peu brouillon. Là, moi, avec Ishimoku, je prendrais pas de décision, c'est pas assez propre. D'accord, la Greenspan vient de passer, mais elle est passée vraiment toute droite. Là, ça fait un gap aussi. Bon, c'est pas terrible. Pour moi, on est reparti sur une petite tendance baissière, d'accord, avec comme objectif autour des 650. Qui reste assez loin, hein, mais on n'est vraiment pas sûr. Là, c'est vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas de tendance qui se dessine. C'est vraiment très aléatoire, le marché est énervé. Et quand on regarde en mensuel, le 650, ça revient à peu près, bien, en fait, tout simplement à la Kijun, qui est un petit peu plus élevé aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment le moment d'investir. La valorisation est très élevée. On voit qu'elle peut être sujette à des corrections qui sont assez majeures. À mon avis, même pour du moyen terme, attendre un retour Kijun, donc la rouge là, si vous voulez avoir de meilleurs prix. Après, si vous voulez rentrer en DCA, par contre, ça peut être une bonne solution. Parce que quand le marché est complètement incertain comme ça, c'est très difficile à prévoir. En conclusion, c'est une très bonne entreprise, mais qui est beaucoup trop chère aujourd'hui, je trouve, comme énormément de valeurs de la tech en ce moment, de toute façon. Donc l'idée serait d'attendre que tout ça se dégonfle un petit peu pour pouvoir avoir tout simplement de meilleures opportunités. Et comme d'habitude, de toute façon, si c'est pour du très long terme, du 20 ans, du 30 ans, ça n'a aucun impact, vous pouvez investir dès maintenant, c'est une très bonne société. Je ne suis pas conseiller financier, celui-ci n'est que mon avis. Voilà pour cette analyse, merci d'avoir regardé. Dites-moi s'il y a d'autres sociétés que vous voulez que j'analyse. Et pour l'heure, je vous dis thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner si c'est pas encore fait, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!